Echo. Audio 2096. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors qui est Cal Reco ? Cal Reco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Et comment ça se passe à la fin du 21e siècle ? Eh bien, j'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste du futur pourrait nous raconter de son époque. J'écris un podcast de science-fiction que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. C'est une proposition artistique qui va englober également un album musical parce que je suis musicien et un spectacle en cours de création. Le processus d'écriture de cette fiction nécessite un peu de recherche, un peu de documentation et j'ai décidé de mettre en scène la construction de ce projet. Je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets et je vous propose ces entretiens dans la partie interview de ce podcast. J'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, sur la philosophie, sur la conscience, la finitude et bien sûr sur la politique afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme, trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. J'ai le sentiment que la construction matérialiste de nos sociétés nous empêche parfois de connecter avec l'incommensurable et je le regrette un peu. Alors je suis allé rencontrer des personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui nous interviewons Jean-Gabriel Ganassia. J'avais envie, dans le cadre de ma fiction du futur, dans le cadre de ma prospective pour la fin du siècle, de rencontrer quelqu'un qui pourrait me parler de l'intelligence artificielle. Alors il y a l'influenceur, tweetos et expert en tout bien connu, Laurent Alexandre, que j'ai sollicité. Je serais heureux de le rencontrer pour essayer de comprendre comment le libéralisme technocratique qui porte en son sein l'idéal transhumaniste est un bien pour l'humanité. Mais j'ai voulu me tourner vers l'un des spécialistes les plus reconnus, quelqu'un qui travaille sur le sujet depuis longtemps et qui certainement a une approche moins intéressée, plus philosophique, plus éthique. Chercheur, ingénieur et philosophe, professeur à la Sorbonne, Jean-Gabriel Ganassia s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis une trentaine d'années. Ses activités de recherche portent notamment sur l'apprentissage machine, la fusion symbolique de données, l'éthique computationnelle, le versant littéraire des humanités numériques. Alors ce sont des mots un peu compliqués glanés sur un CV wikipédiesque, donc on va demander directement à l'intéressé, Jean-Gabriel Ganassia, de nous raconter ce qui l'a amené à cet endroit, ce carrefour entre la science, les technologies numériques et la philosophie. Moi, j'ai au départ une formation d'ingénieur et je rêvais de faire de la philosophie. Mais c'était des choses qui n'étaient pas très sérieuses et mon père voulait quand même que je fasse des études qui puissent donner un métier. Hein, et c'est pour ça que je me suis engagé dans des études d'ingénieur, après avoir fait une classe préparatoire. Et j'ai fait de la philosophie en cachette. La Sorbonne, hein. Il était d'ailleurs pas très content quand il l'a appris parce qu'il trouvait que c'était pas très sérieux. Et j'ai fait ensuite de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je l'ai faite est amusante d'une certaine façon.
Ça tient à ce que dans mon service militaire, j'étais scientifique du contingent dans un service qui s'occupait de caméras de vision nocturne. Il s'agissait de regarder ce qui se passait. C'était étonnant parce qu'on voyait des animaux, on voyait tout un tas de choses, mais ce que j'ai très vite compris, c'est que c'était extrêmement fastidieux. Et j'ai eu dans l'idée qu'il faudrait automatiser la reconnaissance parce qu'on ne pourrait pas exiger d'un opérateur qui passe des heures derrière ces dispositifs. Et j'avais quelques idées, mais j'avais pas très confiance en moi à l'époque en tant que scientifique. Et un jour à la radio, à France Culture, un homme a fait une émission, enfin, il a été interviewé. Et ce qu'il racontait correspondait à l'idée que j'avais, c'était l'automatisation de la reconnaissance des formes. Et j'ai demandé à France Culture, et j'ai récupéré les coordonnées, et j'ai vu qu'il y avait un DEA, à l'époque ça c'est l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui, sur ces questions-là, et ce Master 2 était ici, sur ce campus, à Jussieu. On appelait ça Jussieu à l'époque. Et donc, j'ai posé ma candidature et j'ai été accepté. Le bonheur, c'est que ce DEA avait très peu d'heures de cours, ce qui me permettait de suivre en parallèle mes études de philosophie à la Sorbonne. Donc voilà comment tout a commencé. Il y avait 2 matières. Il y en a une qui était la reconnaissance des formes, ce que je voulais faire, puis une autre qui était optionnelle. Et l'une de ces autres matières, c'était l'intelligence artificielle. Et en y réfléchissant, je trouvais que ça permettait de joindre mon intérêt pour la philosophie, pour la théorie de la connaissance, la source du savoir, sa représentation, et puis les aspects scientifiques. Voilà comment j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle. Ok, je vous propose qu'on commence par le commencement. Comme ça, on part sur des basses scènes, on sait de quoi on parle. C'est quoi l'IA ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus sur le sujet. Une discipline scientifique assez ancienne, elle est née en 1956 aux États-Unis, et l'idée initiale était d'utiliser ces objets qui étaient nouveaux pour l'époque, qui étaient les machines, pour les ordinateurs, pour essayer de simuler les différentes fonctions cognitives. L'idée, c'est que l'intelligence, c'est pas une chose, mais c'est un ensemble d'aptitudes, de capacités. Par exemple, percevoir, raisonner, mémoriser, parler. Tout ça, ça relève de l'intelligence. Et justement, il n'y a pas une seule dimension, et donc, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes laissent entendre, ce qu'on appelle le QI n'est que la résultante d'un certain nombre de ces aptitudes. Et bien sûr, il varie d'une personne à une autre. Et on a des intelligences qui sont aussi différentes d'un individu à l'autre que des visages sont différents. Il y en a qui sont plus imaginatifs, d'autres qui sont plus rigoureux, d'autres qui mémorisent mieux. Et bien sûr, ce qui est important avec l'intelligence, c'est ces capacités différenciées de chacun. À titre personnel, j'ai eu au cours de ma carrière un certain nombre d'étudiants en thèse, et c'est un moment privilégié parce que des gens assez jeunes, pendant 3 ou 4 ans, travaillent sur le même sujet, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y en avait jamais 2 pareils. C'est pour ça dire que c'est un métier extraordinaire, celui que j'ai. Et donc tout ça pour dire que l'intelligence, c'est quelque chose de complexe, et c'est la résultante d'un certain nombre de facultés. Et quelle est l'idée de l'intelligence artificielle ? C'est pas de faire un double de nous-mêmes, c'est de prendre chacune de ces facultés, d'essayer de les simuler sur une machine, ce qui permet de mieux les comprendre, et puis ce qui permet ensuite, une fois qu'on a effectué ces simulations, d'introduire cela dans des technologies. Mais vous voyez, c'est un deuxième volet. C'est plus le volet scientifique, c'est le volet technologique. Alors aujourd'hui, le grand succès de l'intelligence artificielle tient à ce que les ordinateurs étant de moins en moins coûteux, de plus en plus petits, de plus en plus puissants, on peut introduire ces simulations à l'intérieur de tous les objets possibles. Vous voyez, par exemple, une montre, aujourd'hui, elle va pouvoir être connectée, et puis elle va avoir un certain nombre de fonctionnalités nouvelles. Un stéthoscope, l'emblème du médecin, on peut lui mettre une petite puce, et puis il va pouvoir automatiquement analyser les données qui lui seront entrées. Et vous avez ça dans tous les objets quotidiens. Bien sûr, je ne parle pas du téléphone que nous avons tous dans la poche, mais un peu partout dans le monde, on a une transformation invisible parce qu'elle ne tient pas
à la forme extérieure des objets, mais à l'intelligence ajoutée à l'intérieur de ces objets. Et cette intelligence est ajoutée parce qu'il y a des fonctions qui vont être exécutées par ces machines. Et l'intelligence artificielle, bien sûr, a une part très grande. Mais j'insiste sur le fait, ça ne veut pas dire que les machines sont intelligentes. C'est le fait qu'on a, en essayant de mieux comprendre l'intelligence, simuler ces différentes facettes et ensuite introduire ces simulations à l'intérieur de différentes technologies. C'est une étrange époque que nous vivons. Les possibilités qu'on entrevoit avec le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle dans tous les domaines sont enthousiasmantes et flippantes à la fois. On en revient toujours au même point. Science sans conscience et ruine de l'âme, sommes-nous assez sages pour manipuler cette technologie ? Faudra-t-il réguler le développement de l'intelligence artificielle ? Il en est question. Et puis, il y a d'autres interrogations, car qu'est-ce que l'intelligence ? Il y a presque autant d'intelligence que d'êtres humains, la créativité, l'imagination, l'instinct, l'intuition. L'être humain est d'une complexité infinie et le PFH, le putain de facteur humain, est par essence non maîtrisable pour le meilleur et pour le pire. Nous avons tous fait cette expérience dans la création, dans la recherche, qu'elle soit artistique, technique, scientifique ou manuelle. Quand l'erreur, l'inattendu, l'imprévisible apparaît et change la nature de votre création, Eureka, c'est souvent par elle, par l'erreur, que le génie se manifeste. Les machines et l'IA laissent-elles la place à l'erreur ? L'intelligence artificielle, quand on la pratique, elle est extrêmement intéressante parce que justement, on met un certain nombre d'éléments d'information dans la machine, on crée un programme et on a un résultat qui est différent de ce que l'on avait imaginé. Et donc, ce PFH, justement, d'une certaine façon, c'est la machine qui, elle-même, fait quelque chose qui ne nous satisfait pas, mais en le faisant, elle nous aide à mieux comprendre les conséquences de nos propres idées. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que la confrontation avec la machine est quelque chose de passionnant. Mais comme vous êtes musicien, je vais vous raconter une histoire. Il y a un certain nombre d'années, j'ai travaillé avec des étudiants sur la créativité. Et en particulier sur la créativité musicale. Alors, nous avions pris un contexte un peu particulier, c'est un trio rythmique en jazz, et il s'agissait de générer la ligne de basse. Comme vous le savez, bien sûr, le jazz est une musique où il y a une très large part à l'improvisation, donc on partait de la grille d'accords, on partait de un scénario qui racontait ce que faisaient les autres musiciens, l'ambiance du public. Par exemple, vous avez une salle qui est froide, puis il y a quelques applaudissements, puis tout d'un coup, il y a des filles qui arrivent, il y a la sensualité, puis il y a un coup de feu, ou il y a un verre qui casse, etc. Enfin voilà, tout ça pouvait être une histoire qui était racontée, qui avait une influence sur le jeu. Et en même temps, bien sûr, cette notion de créativité, elle était liée à la mémoire. Mémoire, donc, à la fois des règles d'harmonie, bien sûr, mais aussi mémoire musicale, qui font qu'un certain contexte évoque un certain nombre de morceaux de musique joués dans le passé, ou de mélodies, ou de rythmes, et ensuite on combinait ça automatiquement. Et la chose marchait assez bien. On a montré ce que l'on avait fait à un musicien et il nous a dit « Ah ouais, c'est bien, c'est pas mal. Là, c'est c'est tout. » Mais il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors là, je me souviens de l'étudiant avec qui on discutait. C'est quand même bizarre parce qu'on aurait imaginé énormément de critiques faites à la machine, mais pas le fait que ce soit pas logique. Alors pourquoi ? Et c'était ça qui était très intéressant. C'est qu'on avait divisé la grille d'accords en morceaux. On appelait ça des chunks. Et les musiciens nous avaient dit oui, c'est tout à fait pertinent. Et donc, ce qui se produisait, c'est que pendant que le musicien jouait, il anticipait le prochain chunk, et là, il le planifiait en fonction du contexte. Mais le problème, c'est que dans la planification du chunk futur, il n'avait pas de mémoire des chunks passés. Et donc, il n'y avait pas de cohérence. C'était ça le caractère illogique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une dimension temporelle qui permettait de prendre en considération la façon dont les chunks précédents avaient été planifiés. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous voyez que d'abord, la machine n'est pas toujours logique, était ce que racontait ce musicien. Et en même temps, bien sûr, c'est cet illogisme de la machine qui nous renvoie à nos propres oublis, à nos propres absences, et donc qui nous permet de mieux comprendre un certain nombre de choses.
Ok, il y a un concept qu'on a déjà évoqué avec Jean-Michel Beignet, notre premier invité sur cette série de podcasts. Ce concept, ce mythe ou cette réalité s'appelle la singularité. Si pendant longtemps on a cru que cette idée se cantonnerait au cercle transhumaniste et aux auteurs de science-fiction, on s'aperçoit qu'on pourrait y être confronté réellement et plutôt que prévu. Mais alors qu'est-ce que la singularité, Monsieur Ganassia? Pouvez-vous nous éclairer? Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité? Au sens mathématique, c'est un point particulier, singulier, unique. C'est en général ce qui correspond à une rupture. Par exemple, vous avez une falaise, vous marchez, puis tout d'un coup, hop, il y a une rupture. Ou alors vous imaginez un petit microbe, ou peut-être pas un microbe, enfin quelque chose de très petit, puis vous montez, vous escaladez sur une lame de rasoir, vous arrivez au haut de la lame de rasoir, et bang, ça descend de l'autre côté. Et ça, c'est une singularité. Et les mathématiciens ont été intéressés par ces points particuliers parce que ils avaient des propriétés mathématiques un peu curieuses. C'est-à-dire que ce sont des moments de discontinuité. Et à partir de ça, il y a eu une théorie des singularités. En France, on a eu un mathématicien très connu dans les années 70 qui s'appelait René Thom, qui a développé une branche de la théorie des singularités qui s'appelle la théorie des catastrophes. C'est tout à fait parlant. Donc, on peut dire que les singularités sont des catastrophes. On va me dire, en quoi ça a un rapport avec la technologie? Le rapport tient à ce que, dès les années 50, les mathématiciens se sont rendus compte que les processeurs se développaient très rapidement et que les performances de ces processeurs doublaient à intervalles réguliers. Et comme c'était des mathématiciens, ils se sont dit, si ça double à intervalles réguliers, c'est une courbe un peu particulière qu'on appelle une exponentielle. Par exemple, si vous prenez l'histoire du nénuphar, il y a un nénuphar, puis le lendemain, il y a deux nénuphars, ils prennent 2 places, et puis ensuite 4, etc. Et bien sûr, très vite, toute la surface de l'eau va être couverte par les nénuphars. Et donc, c'est un peu ce qui se produit avec les machines. Du moins, c'est une loi d'observation que l'on a faite dans les années 60 et qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, même si on arrive un tout petit peu à la fin de cette loi. On appelle ça la loi de Moore. Et les technologues, en même temps, qui rêvaient, se sont dit, mais si cette loi se poursuit indéfiniment, les machines auront une fréquence de calcul qui sera plus rapide que celle de notre cerveau. Et de là, ils sont allés à dire, mais si c'est plus rapide que notre cerveau, ça veut peut-être être plus intelligent que nous. Et si c'est plus intelligent que nous, à ce moment-là, il va se produire des événements étonnants, extraordinaires. Et ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est justement ce point de rupture au moment où les machines vont nous dépasser. Eh bien, merci pour cette définition. Alors, la singularité ne serait donc qu'une question de puissance de calcul? Ou bien peut-on imaginer un autre type de singularité, une sorte de singularité psychologique, voire spirituelle, qui verrait les machines prendre l'ascendant sur l'être humain? Je crois important d'insister là-dessus, effectivement, confrontation des capacités de raisonnement humain et de la puissance de calcul des machines. Mais bien sûr, de là à dire qu'il s'agit de l'intelligence des machines, c'est une question discutable. Et il y a tout un tas de métaphores qui prêtent à confusion. La première, c'est celle de mémoire. On évalue en général la capacité de stockage des dispositifs électroniques. On dit c'est la mémoire. On l'avait évalué au début c'était en kilobytes, c'était en kilo-octets, ensuite en mégaoctets, ensuite en gigaoctets, aujourd'hui en téraoctets. Et puis bien sûr on peut aller beaucoup plus loin. Ça atteint des quantités incroyables. Mais ça n'a rien à voir avec une mémoire au sens psychologique. En sens que justement la principale caractéristique d'une mémoire au sens psychologique, c'est l'oubli. Or, les dispositifs de stockage d'information, on veut qu'ils n'oublient pas.
Et plus généralement, une mémoire psychologique, c'est la résultante de 3 types de fonctionnalités. La première, c'est ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire partir du monde extérieur à ce qui va être introduit dans la mémoire, comment les choses sont représentées, c'est-à-dire comment on va se les rendre présents en leur absence, c'est une première question. Et ça a fait l'objet de tout un tas de travaux. Deuxième question, ce qu'on appelle la consolidation. Alors là, c'est vraiment passionnant, justement, pour vous qui êtes musicien, parce que c'est le travail du rêve. Qu'est-ce qui fait que les mêmes choses que nous avons mémorisées nous apparaissent différemment au bout d'un certain temps ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses dont nous nous souvenons ou nous en souvenons différemment ? Nous sommes capables de mieux comprendre un certain nombre de problèmes ou de questions après avoir dormi, par exemple. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont extrêmement mystérieuses et auxquelles nos dispositifs de stockage d'informations n'accèdent pas. Et puis la troisième chose, c'est la réminiscence, c'est l'accès à l'information. C'est la Madeleine de Proust, par exemple. Tout ça, bien sûr, c'est ce qui est une mémoire psychologique. Vous voyez, l'écart avec une mémoire informatique. De même, pour l'intelligence, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir une machine, elle peut faire des calculs mieux que nous, elle peut, grâce à ses calculs, jouer aux échecs mieux que nous, mais sur l'intelligence, ça n'est pas que jouer aux échecs, même si les échecs a été pendant des siècles emblématique d'une intelligence froide et abstraite. Parce que ce qu'on appelle l'intelligence, on ne sait pas très bien ce que c'est. Moi, pour tout vous dire, si j'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai dit tout à l'heure que c'était pour reconnaître des images, mais aussi parce que pour moi, c'était mystérieux ce qu'était l'intelligence. À l'époque, quand j'étais jeune, on passait des tests de QI et puis on disait des gens, il est intelligent, il n'est pas intelligent. Je me demandais ce que ça voulait bien dire. Et bien sûr, j'ai poursuivi ma vie à essayer de le comprendre. Je veux dire que c'est un défi tout à fait extraordinaire que d'avoir une meilleure idée de ce qu'est l'intelligence. Mais tout ça pour dire que lorsque on dit que les machines deviennent plus puissantes, qu'elles calculent plus, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes que nous. Sur toute l'ambiguïté repose là-dessus, mais on conçoit que des auteurs de science-fiction aient profité de cela pour se dire qu'est-ce qui se passerait si les machines étaient vraiment plus intelligentes, et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait se dire elles prennent le pouvoir, ou au contraire, on s'hybride à elles. Ce sont bien sûr toutes les ouvertures vers ce qu'on appelle le transhumanisme ou le post-humanisme. Ouf! Cela voudrait donc dire que les machines ne sont pas capables d'acquérir une conscience, même en faisant allégeance à leur créateur, comme Pinocchio avec Geppetto. Pas de bonne fée donc pour les humaniser et leur donner vie? Alors, ce qu'est la conscience est difficile. Le terme est polysémique. Ça peut être vu d'extérieur, une machine qui, tout d'un coup, se comporte comme si elle avait des intentions, des buts, des désirs. On se dit, elle a conscience. C'est ce qu'un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett caractérisait comme étant des systèmes intentionnels. Vous avez un petit aspirateur robot, vous le voyez, il se promène, et c'est comme une espèce de petit animal. Donc vous projetez sur lui une conscience. C'est une forme d'animisme, c'est-à-dire que vous supposez qu'il est mu par une âme, une volonté. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la conscience, c'est la réflexivité. C'est quand on dit qu'une conscience morale, c'est être capable de se regarder soi-même en train d'agir et puis de se dire non, il ne faut pas agir de cette façon-là. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'une machine ait une conscience de ce type-là, c'est-à-dire une réflexivité ? Oui, tout à fait. Et les premières techniques d'intelligence artificielle ont essayé de modéliser ce genre de choses. Il y a des techniques d'apprentissage qui font qu'une machine regarde ce qu'elle a fait, et ensuite se dit, tiens, la prochaine fois, si j'ai le même type d'action à accomplir, je le ferai de façon plus efficace. Donc, vous voyez, ça ne pose pas fondamentalement de problème, la réflexivité. Ce qui pose plus de problèmes, c'est d'une part le fait d'éprouver des émotions, de la douleur, parce que est-ce que la machine éprouve quelque chose ? C'est pas un organisme, donc on enlève un capteur, on rajoute quelque chose, oui, c'est très différent. Et on ne sait pas ce que ça voudrait dire, l'émotion pour une machine. Parce que nous, l'émotion, c'est quand même lié à nos besoins physiologiques. Je dis toujours, on aime l'eau parce que l'eau est nécessaire à la vie. Même s'il y en a qui préfèrent l'alcool, mais ça, c'est une autre question. Mais une machine, si jamais elle devait éprouver des émotions, elle serait très différente des nôtres. Elle aimerait l'électricité.
Et elle détesterait l'eau parce que c'est le pire des poisons pour une machine. Donc on ne se comprendrait pas. Donc même s'il y avait des émotions, elle serait très différente des nôtres. Et puis la dernière chose, c'est la volonté. Est-ce qu'une machine est capable d'initier une action elle-même, bien sûr, ce sont des automates. C'est-à-dire, entre la prise d'information et l'action, elles peuvent enchaîner des éléments de logique pour arriver à la conclusion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est elle-même une décision propre, puisqu'on lui a dit de l'extérieur quel était le but à atteindre. On nous alerte pas mal sur les dangers de l'IA, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elle risque de mettre en péril notre économie et nos organisations sociales en réalisant mieux que nous un certain nombre de tâches, en changeant complètement notre rapport à l'apprentissage, à l'éducation, à la culture, et notamment en bouleversant l'avenir de l'enseignement. Son utilisation permet déjà de générer de fausses informations, de fausses images. Elle peut permettre aussi aux escrocs en ligne de mettre en mots des mails de phishing élaborés, et on sait à quel point l'être humain peut être créatif pour embrouiller son prochain. Donc, on n'est pas sorti de la grange, comme diraient certains. C'est une vraie révolution qui s'annonce. La Tribune, récemment signée par de nombreux chercheurs dans le monde, mentionnait le fait que nous risquions de perdre le contrôle de notre civilisation à cause du développement exponentiel des capacités des IA. Tribune signée par Elon Musk, qui nous annonce depuis longtemps que l'avenir de l'homme passera par la fusion avec les machines sous peine d'être dominé par elles. Alors les dangers de l'IA et des progrès technologiques non équilibrés par des politiques adéquates, oui, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais la singularité, promise par Elon Musk et les GAFAM, non, c'est bien ça, Monsieur Ganassia. Non, bien sûr que non. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de réalité. Et je peux le dire d'autant mieux que je suis spécialiste d'intelligence artificielle. J'ai travaillé dans ce domaine depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et donc, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup de choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Mais on n'est pas capable de fabriquer une machine qui nous échapperait. C'est-à-dire qu'on peut mettre en parallèle les séquences d'opérations élémentaires que font les machines et puis des approches cognitives, c'est-à-dire de ce que font nos psychismes. Mais ça ne veut pas dire que la machine a une conscience. La machine exécute ses opérations et la conscience, elle est au debout, elle est du côté du programmeur qui fabrique cette machine et puis du côté du spectateur qui regarde cette machine, qui se dit « Ah bah oui, tiens, ça ressemble à quelqu'un ». Mais bien sûr, ça n'est pas du tout la même chose. Et je crois que là, il y a des confusions assez considérables. Alors, derrière, bien sûr, les propos des grands acteurs des GAFAM, il y a certainement des agendas beaucoup plus complexes. Donc, d'une part, ce que je disais dans le mythe de la singularité, c'est que je pense qu'ils veulent, avec une légende un peu effrayante, nous faire oublier ce qu'est leur propre objectif. Mais il y a quelque chose d'encore plus récent que cela, et qu'on a vu ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le long-termisme. Il y a des visions très étonnantes de grands propriétaires de ces GAFA, comme Elon Musk, ou de certains nombres de ces grands acteurs, qui disent, voilà, ce qui importe, c'est de savoir quelle sera la survie de l'humanité dans les millénaires, ou les centaines de millénaires qui vont suivre, et ils disent, l'attitude éthique, ce serait justement de pouvoir avoir le plus de vie possible, et donc si on doit sacrifier le présent pour cet avenir, il faut le faire. Et bien sûr, ce qui les effraie, c'est ce qu'ils appellent le risque existentiel, qui serait le moment où cette prolongation infinie de l'espèce humaine se poursuivrait. Bien sûr, tout ça relève effectivement, je crois, de la légende, et on n'a aucun élément tangible pour nous laisser entendre que les machines telles qu'elles existent aujourd'hui conduiront
à ce type de débordement. Et je crois que c'est, bien sûr, c'est toujours ce qui est problématique, c'est qu'on peut avoir des scénarios de science-fiction, et la science-fiction est bien sûr passionnante, c'est de l'ordre de l'imaginaire, et cette science-fiction peut s'inspirer des réalités scientifiques de son temps, c'est tout à fait légitime, mais bien sûr, à un moment donné, il faut bien dissocier ce qui est le discours rationnel qui se fonde sur des résultats tangibles du discours de l'ordre imaginaire. Et la confusion des deux est problématique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait influence de l'une sur l'autre, au contraire. Mais c'est bien sûr qu'il faut bien distinguer les deux. Et ce que je trouve un peu problématique avec ces grands acteurs de l'Internet, c'est qu'ils mélangent les deux avec des ambitions, avec des objectifs qui sont un tout petit peu discutables, parce que quand ensuite on regarde ce qu'ils font, on voit bien qu'ils ont des ambitions qui ne sont pas simplement de nous faire rêver, ils veulent eux-mêmes en tirer profit pour augmenter leur pouvoir, et c'est bien sûr ça qui est inquiétant, et c'est de ça dont il faut se défendre absolument. Il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux politiques qui sont importants, majeurs pour les années qui viennent, et donc que la question n'est pas une question métaphysique sur l'homme par rapport à la machine, mais c'est plutôt une question sociale, savoir dans quel monde est-ce qu'on veut vivre, et est-ce que on accepte de se laisser dominer par ces fantasmes, ou au contraire, est-ce que on voudrait pouvoir décider soi-même de ce que sera notre futur. En plus de ça, ce qui nous explique, c'est que c'est inéluctable, puisque cette idée de la singularité technologique, ce que je n'ai pas, je l'ai laissé entendre implicitement tout à l'heure, c'est que les machines sont de plus en plus puissantes, que leur capacité augmente indéfiniment, et que nous n'y pouvons rien, que c'est au-delà de nous. Au sens, il y aurait des lois de la technologie qui nous dépasseraient et qui feraient que nous serions emportés par cela. Et donc c'est ce que disent d'ailleurs ces grands acteurs de l'Internet. Ils disent nous on n'y est pour rien, on fait rien, nous de toute façon on est là, on gère simplement, et d'ailleurs on est gentil, on voudrait vous aider dans ces moments difficiles. Et, par exemple Elon Musk, il nous dit ah ouais c'est terrible, l'intelligence artificielle va nous dépasser. Alors moi quand même je vais essayer d'aider l'homme à rivaliser contre l'intelligence artificielle. Et pour ça, je vais monter une entreprise, parce que c'est ce que je sais faire, bien sûr. On voit sa grande générosité. Elle s'appelle Neuralink, et c'est le lien entre les neurones, le cerveau, et le reste des hommes. Et donc, je vais vous mettre des petites puces dans le cerveau, comme ça, vous allez augmenter vos capacités mémoire et rivaliser avec les machines. Bien sûr, c'est formidable parce que on n'aura plus besoin d'apprendre les verbes irréguliers en anglais, ou les déclinaisons latines, ou toutes ces choses qui sont fort ennuyeuses. Donc, ce serait formidable. Mais bien sûr, en même temps, qu'est-ce qui se produirait ? Ça veut dire que M. Elon Musk pourrait mettre ce qu'il veut dans votre cerveau. Il déciderait des connaissances qui sont utiles, et puis il supprimerait peut-être celles qui sont inutiles parce qu'elles sont un peu subversives, et que elles n'auraient pas d'utilité pratique immédiate. Et il va même plus loin, M. Elon Musk, qui dit ce qu'on pourrait faire, c'est que on aurait peut-être la capacité de mettre tous les cerveaux en relation les uns avec les autres. Comme ça, on n'aurait même plus besoin de se parler. On n'aurait même plus besoin d'écrire, puisque on aurait immédiatement accès aux informations, à la conscience des autres. Sur un monde comme cela, que nous proposent ces grands acteurs de l'Internet, est absolument terrifiant. Alors, il s'inspire de la science-fiction, parce que là, il s'est bien sûr inspiré de Yann Bank, ce qu'on appelle Neuralace, la dentelle neurale. Mais c'est formidable, Yann Bank. Mais de là à dire, je vais le réaliser, il y a quand même une distance, et le monde dans lequel on rentrerait serait vraiment un monde absolument terrifiant. Un autre monde terrifiant, puisqu'on en parle, qui vient de la science-fiction, c'est le métavers. Lui-même, vous savez tous, qui vient du roman de Neil Stephenson et Snow Crash, qu'il a été lui-même d'ailleurs. Le roman de Neil Stephenson vient aussi d'autres romans. Il y a ce roman, c'est Daniel Galouille, je crois. C'était Simulacron 3, qui a été repris par
en 72 par Fassbinder, qui a fait un très beau film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Monde sur le film. C'est un super film, justement, d'un monde simulé comme ça. Donc tout ça est passionnant, hein, ça donne des très belles œuvres. Mais quand on vous dit, ah ben maintenant, je vais réaliser ce métavers, vous allez tous rentrer dedans. D'ailleurs, c'est moi qui vais être le chef, hein, parce que il faut bien qu'il y ait un chef, après tout. et vous allez passer votre journée sur le métavers. Alors là, bien sûr, c'est un tout petit peu, c'est autre chose. L'éthique, le pouvoir, la place des États, l'ultralibéralisme et la privatisation du commun, la place de l'être humain, notre rapport à l'environnement. Évoquer ces sujets peut nous plonger dans une réflexion quelque peu angoissante, nous emmener vers des projections vertigineuses. Le monde d'après, envisagé par les acteurs du numérique, si l'on tient compte de leur puissance technologique et financière, est effrayant. Le transhumanisme libertarien à la Elon Musk est la suite logique du néolibéralisme. Imaginer un transhumanisme raisonnable, c'est comme appeler de nos voeux un capitalisme vertueux. C'est antinomique et impossible. Oui, mais moi je ne suis pas particulièrement optimiste. C'est-à-dire qu'on voit bien que les technologies de l'information changent notre monde. Et ça se conçoit tout à fait, hein, parce que les échanges entre les hommes sont médiatisés par des flux d'informations. Et ceux qui sont en mesure de gérer ces flux d'informations, d'arbitrer, ce sont ces grands opérateurs. Et donc, de ce point de vue, ils ont un pouvoir de plus en plus conséquent. C'est-à-dire que si vous avez sur Internet et que vous n'utilisez pas un moteur de recherche, vous êtes perdu. De même, lorsque vous avez un réseau d'amis, en général, vous passez par des réseaux sociaux, et à ce moment-là, les possesseurs de ces réseaux sociaux vont avoir un pouvoir extrêmement conséquent. On est dans un monde où, du fait des flux d'informations, du fait du nombre d'informations, du fait de la quantité extraordinaire de personnes auxquelles vous allez pouvoir accéder, vous passez nécessairement par ces acteurs. Alors, pour décrire ça, j'ai utilisé un terme qui a été introduit au départ par un philosophe italien, mais qui vit à Oxford, qui s'appelle Luciano Floridi, et il parlait informational organism. Il dit que ces organismes informationnels possèdent un pouvoir très grand, parce que c'est eux qui gèrent toutes les informations. Ils les gèrent mieux que nous. C'est-à-dire que nous sommes des organismes informationnels. Dans la nature, il y en a d'autres. Les arbres, par exemple, là, on sait qu'ils échangent des signaux chimiques. Donc l'information existe bien avant les hommes, mais elle s'est développée ces dernières années dans des proportions inouïes. Et les organismes informationnels, c'est-à-dire que les ordinateurs, et puis surtout les sociétés qui sont capables de gérer toutes ces informations, ont pris un empire de plus en plus conséquent sur le monde. Alors pour décrire ces organismes informationnels en français, j'ai, de même que Luciano Floridi utilisait Inforg, qui est une espèce de mot valise qui contracte, je dis en français organisme informationnel, ça donne Orin. D'abord c'est plus joli qu'Inforg quand même. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Orin, ça désigne en termes de marine le cordage qui relie la bouée et l'ancre de fond. Et je crois que ça nous dit un peu ce qu'est notre monde, les orins. Ça va être ces liens que nous aurons entre nous et puis ce monde du numérique. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet de nous arrimer à ce monde du numérique. Et ces organismes informationnels ont cette caractéristique, c'est que comme un cordage, ce sont des cordages extrêmement fins, puisque c'est virtuel, c'est impalpable. Et on se dit, oui, mais c'est pas grave, puisque si vous posez une question sur un moteur de recherche, c'est gratuit, et bien sûr, ça ne vous lie pas, a priori. Mais justement, ça a beau être impalpable, comme ils sont très nombreux, que vous posez tous les jours des requêtes, que tout le monde pose des requêtes, qu'on utilise tous les éléments d'information que vous avez donnés pour vous profiler, puis ensuite pour savoir qui vous êtes, etc. Et tout d'un coup, ce qui, vous le croyez au départ, ne vous liait pas, en réalité, vous emprisonne. On est un peu comme dans les voyages de Gulliver. Vous vous souvenez, l'île du Pit, l'homme arrive, il est très grand, et puis il s'endort, et là, il est tout d'un coup emprisonné par des fils de soie extrêmement fins qui l'empêchent de bouger. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui dans le monde moderne, c'est que les orins ont un empire sur nous très, 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 très grand, et nous tiennent totalement ligotés. C'est cela, ce monde nouveau dans lequel nous sommes.
Donc effectivement, je pense qu'il y a un danger extrêmement grand. Et les États qui, à la fois, ont pu, à certains moments, en particulier au cours du XXe siècle, avoir une puissance démesurée sur les individus dans des sociétés de masse, aujourd'hui, nous sommes dans une situation inverse, où les États sont impuissants, en particulier les États européens, par rapport à ces grands acteurs qui ont à la fois des fortunes extrêmement considérables et puis qui peuvent s'imposer. Parce que, vous voyez, ce qui était l'axiome de base de la souveraineté, au sens, non pas du souverainisme, la souveraineté au sens du concept politique qui est né avec l'état de droit, cette idée que il y a quelque chose au-dessus de tout le monde, qui est l'état souverain, mais l'état c'est nos représentants. C'est-à-dire que on lit les déclarations des droits de l'homme de 1789, ou si on lit la Constitution française, c'est l'idée que l'état c'est le peuple souverain. Et donc, bien sûr, au-delà du peuple aujourd'hui, du peuple souverain, il y a ces grands acteurs, parce que l'axiome, je dis, de départ, c'était la coextension du territoire et de l'État. Or, aujourd'hui, l'État est traversé, exactement, le territoire est traversé de ces influences étrangères. Donc, l'État, il est impuissant sur le sol, vous voyez bien. Alors, d'un côté, bien sûr, l'individu, le consommateur, très content, parce que on peut acheter partout dans le monde, on n'a plus besoin de payer les droits de douane, on s'affranchit de tout un tas de contraintes qui étaient absolument insupportables. On peut envoyer de l'information à l'insu de l'État. C'est que pendant longtemps, on n'avait pas le droit de crypter l'information. Quand moi j'étais jeune, je me souviens, il arrivait qu'il y ait des lettres qui puissent être ouvertes par les services des postes. Donc il y avait des censures qui existaient. Elles étaient plus faibles, mais ça continue à exister. Et aujourd'hui, bien sûr, d'un côté, avec Telegram, avec des messageries électroniques, on a l'impression que l'individu va pouvoir se dégager de cette influence de l'État, mais en même temps, bien sûr, il y a de nouveaux pouvoirs. Et malheureusement, l'État, justement, on s'est battu pendant des années pour que ce soit une démocratie. C'est-à-dire qu'on puisse, alors avec des procédures, bien sûr, changer de gouvernant, voter, etc. Mais ces grands acteurs de l'Internet, bien sûr, ils ne nous représentent pas. Ils sont eux-mêmes, ils se sont imposés. Personne ne vote pour élire le directeur général de Google ou de Facebook. Et donc, effectivement, je crois qu'on est dans un monde qui risque d'être extrêmement oppressif. Ma vision de béotien concernant les problématiques géopolitiques auxquelles nous allons être confrontés est la suivante. Des entités immensément puissantes que sont Google, Facebook, Apple, Amazon, Neuralink, qui ont leurs concurrents asiatiques, donc Samsung, Huawei et les Batix chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Sans aucun doute, ces géants vont poursuivre leur guerre économique. On peut d'ailleurs se demander si l'éthique aura encore sa place dans cette concurrence effrénée. Les pratiques douteuses, voire hasardeuses, voire problématiques, voire dangereuses, voire cataclysmiques pourraient se multiplier. Je parle d'eugénisme, de clonage, d'utérus artificiel et de toutes sortes de joyeusetés. Et l'Europe, au milieu de tout ça, complètement à la traîne au niveau technologique, risque de souffrir un peu si l'avenir qu'ils nous promettent se réalise. Oui, je crois que l'analyse que vous avez faite est tout à fait justifiée. C'est-à-dire que le monde est très divisé aujourd'hui. Et bon, d'un côté, vous avez des grands empires, qui sont d'un côté l'empire américain, avec une volonté de pouvoir extrêmement importante, même si il est plus proche de nous, parce qu'il a un monde un peu démocratique, puis qu'il est à l'origine de toutes ces technologies. Mais et quelque chose qui est très emblématique de cette volonté américaine de dominer le monde, c'est ce qu'on appelle le Cloud Act. Alors peut-être vous vous souvenez que Cloud ne veut pas dire nuage, il n'y a rien d'éthéré dans cette notion de Cloud Act. C'est un sigle qui veut dire Clarifying Law, et puis Oversee, et je me souviens plus du reste exactement, sur les données en tout cas. Et ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement américain peut réquisitionner les industriels américains en exigeant d'eux qu'ils fournissent les données
qui sont à leur disposition, que ces données soient stockées sur le territoire américain ou à l'extérieur du territoire américain. Ça veut dire que si, par exemple, en France, on donne les données de santé à un acteur américain comme Microsoft, le gouvernement américain peut exiger de Microsoft qu'il lui fournisse toutes les données des Français qui sont traités par Microsoft, que les ordinateurs où sont stockées ces informations soient ou non sur le territoire américain. Vous voyez que c'est une volonté de pouvoir vraiment considérable. Il exige en plus que ces opérateurs ne taisent le fait qu'ils ont été saisis par le gouvernement américain. Donc, vous voyez une idée de ce que des enjeux de pouvoir. Et d'un autre côté, en Chine, vous avez quelque chose d'un ordre un peu différent, puisque là, vous avez un État, alors vraiment dictatorial, qui n'autorise pas la circulation d'informations, la liberté d'expression, etc., et qui a une vue éthique qui est très éloignée de notre vue européenne, puisque eux, ils disent le mal, c'est l'Occident. C'est l'individu, c'est tout ce qui est centré sur la personne. Et dire, en revanche, nous sommes éthiques parce que nous avons une vision symbiotique des choses. Pour eux, il doit y avoir une harmonie. Et vous savez que l'harmonie, c'est très important pour les Chinois. D'ailleurs, le système d'exploitation qui a remplacé Google, il s'appelle Harmonie 2.0, je crois. Donc, l'harmonie, c'est l'idée que il doit y avoir un équilibre entre l'homme et la nature, l'homme et les animaux, l'homme et les plantes. Et ce que ils disent, c'est les dispositifs électroniques qui vont se développer, les agents cognitifs vont avoir une empathie cognitive pour nous. Et si on veut vivre dans un monde en harmonie, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est au-delà de cette empathie cognitive des robots vers nous, il faut que nous-mêmes, nous ayons une empathie cognitive pour ces robots, pour que on soit dans un monde équilibré. Donc il nous prépare un univers assez curieux où l'homme renoncerait à son indépendance et à son individualité. Et alors face à ça, l'Europe elle-même est extrêmement divisée. Elle est divisée, elle est tiraillée. Alors d'abord pour des raisons de pouvoir, des raisons économiques, des tensions entre les différents pays, mais aussi des visions plus fondamentales. Par exemple, certains seraient prêts à sacrifier, pour avoir une bonne entente avec un certain nombre de pays, un certain nombre de valeurs, d'autres non. Et alors sur les différents plans, alors que ce soit des questions de LGBT, etc. Donc on a des visions européennes qui sont extrêmement différentes. Donc ça fait la faiblesse de l'Europe qui est très divisée dans ce monde-là. Donc on pourrait imaginer que dans le futur, effectivement, il y a des grands empires et que l'Europe soit écartelée entre ces empires. Voilà. Alors pour s'orienter dans ces mondes numériques, virtuels mais aussi concrets, puisqu'ils impactent fortement nos vies, Jean-Gabriel Ganassia pose un concept dans son livre « Servitude virtuelle ». Ce concept nous propose une métaphore qui pourrait nous permettre de nous adapter, de nous orienter dans cet environnement complexe et oppressant. Oui, alors... Pourquoi ? Parce que dans ce monde numérique, je crois que souvent, il y a une réduction. On l'assimile à une seule chose. Par exemple, là, on s'inquiète de la singularité technologique, ou alors on s'inquiète des oppositions de pouvoir, etc. Et donc, pour essayer de s'orienter à l'intérieur de ce monde, je me suis dit que c'était bien d'avoir une rose des vents. Et la rose des vents... Dans le passé, ça permettait aux navigateurs de savoir un peu où ils étaient. Et la boussole était, bien sûr, l'aiguille donnait le nord à partir de la rose des vents. Et la rose des vents, donc, elle était construite à partir des astres. Et le nord, dans l'hémisphère nord, c'est l'étoile polaire. Et le sud, c'est l'opposé du nord. Et de même, l'est et l'ouest. L'est, c'est le soleil levant, et l'ouest, c'est le soleil couchant. Le problème avec le numérique, c'est que
les astres ne sont d'aucune utilité. D'abord parce que le Soleil ne se couche plus sur le monde du numérique, puisque c'est planétaire. Et donc, si vous dites à un Japonais, le Soleil se lève, et lui, il est déjà levé depuis longtemps. Et d'autre part, l'étoile polaire, à l'hémisphère sud, on ne se repère pas de la même façon. Et donc, je me suis dit, il faut, métaphoriquement bien sûr, utiliser d'autres repères que les astres. Et alors ces autres repères, le premier, c'est un peu l'équivalent du Nord. Donner le Nord, c'est nous aider à nous diriger. Et bien aujourd'hui, la vie sociale, l'existence, elle est liée à notre être en ligne. Et donc je me suis dit, tiens, on va prendre le en ligne comme étant l'équivalent du Nord. Et l'opposé du Nord, c'est le Sud. Et ça va être le hors ligne. Alors, c'est comme le Sud. C'est-à-dire que le Sud, c'est à la fois la promesse de vacances. On va pouvoir se détendre, couper. Et donc, c'est la félicité, bien sûr. Mais en même temps, c'est la frustration qu'éprouvent ceux qui vivent vraiment au Sud et qui ont le sentiment qu'ils passent à côté du monde. Et il m'a semblé que dans nos sociétés, nous avions les deux, c'est-à-dire à la fois l'être en ligne et puis ceux qui se sentent déconnectés. Et par exemple, les Gilets jaunes en France étaient peut-être l'expression de cette frustration qu'ils pouvaient éprouver vis-à-vis de cette trop forte connectivité. Puis après, d'ailleurs, le en ligne, ça peut être le fait d'être en ligne au sens où on est sur l'ordinateur, mais ça peut être un peu plus loin, justement dans les imaginaires de science-fiction, le fait d'avoir le cerveau connecté, par exemple ce que propose Elon Musk, c'est du en ligne, c'est que tous nos cerveaux soient en ligne, voilà. Et donc ça donne ces différentes dimensions sur un axe. Et puis l'autre axe, je me suis dit, si c'est pas la ligne, c'est la vie biologique. Et là encore, il y a une tension entre deux aspects, le hors-vie. On a parlé du transhumanisme, c'est la poursuite de l'existence au-delà du corps biologique. Et alors, on peut aller plus loin, de se dire, oui, d'accord, mais le hors-vie, est-ce que c'est seulement ça ? Alors, peut-être pas, parce que c'est peut-être donc transférer sa conscience sur un robot, mais ça peut être aussi avoir un avatar qui, à partir de tous les éléments que vous avez produits dans votre vie, vous reconduit. Et vis-à-vis des autres, un peu votre ombre. Ça peut être aussi votre avatar sur le métavers, par exemple. Voilà. Et puis, à l'opposé du hors-vie, donc vous voyez, ça fait donc en ligne, hors ligne, hors-vie. Et puis le troisième, c'est le en-vie. Et en français, envie est formidable parce que c'est à la fois le fait d'être en vie, mais c'est aussi le désir. Et c'est la direction du soleil levant. C'est cette aube vers un monde nouveau. Alors quel est-il ? Et c'est ça que j'ai essayé de décrire en me disant, mais justement, et je vous ai mentionné tout à l'heure Luciano Floridi, qui est ce philosophe, qui parle à un moment donné de réontologisation. Et il n'explique pas exactement ce que c'est. Et moi, je me suis dit, mais ça vaut le coup de se demander en quoi il y a une réontologisation. Réontologisation, c'est d'abord réingénierie des objets quotidiens. Vous avez tous ces... par exemple, une voiture aujourd'hui, ce qui la distingue, c'est tout ce qu'il y a comme objet électronique à l'intérieur. J'ai parlé d'une montre tout à l'heure. Une montre, pendant longtemps, c'était des aiguilles. Là, c'est toujours des aiguilles. Mais sauf que derrière, il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent. Ça, c'est la réingénierie des objets quotidiens. Mais au-delà, les concepts qui forment le tissu social, ces concepts qui font le lien entre les hommes, ceux-là se réécrivent. Par exemple, je prends toujours le premier concept, c'est l'amitié. C'est essentiel pour l'éthique, on en a parlé tout à l'heure. Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, écrit 2 livres sur 10 consacrés à l'amitié. Et sur les réseaux sociaux, nous avons aussi une certaine forme d'amitié, c'est pour ça qu'on clique. Alors, est-ce que c'est la même chose ? C'est une bonne question, parce qu'il y a plein de similitudes entre l'amitié sur les réseaux sociaux et l'amitié d'Aristote. Et en même temps, on a bien le sentiment que ce n'est pas tout à fait identique. Et en contrepartie, bien sûr, on peut dire, oui, mais peut-être que la véritable amitié, avec les réseaux sociaux, se transforme, parce que puisque on est ami avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, on le connaît bien, on a des nouvelles de lui. Pourquoi est-ce qu'on irait prendre la peine de lui téléphoner ? Donc, vous voyez, c'est tout ça se transforme. Puis après, j'ai pris les autres concepts qui font le tissu social, donc la réputation.
Alors, est-ce que c'est la même chose, l'ancienne réputation sur les marchés, qui fait que on va faire confiance à quelqu'un, ou la confiance. Est-ce que c'est la même chose que la réputation avec le crédit social en Chine, où à partir de l'agrégation de tous vos micro-comportements, on arrive à donner un profil de ce que vous êtes. Et puis après, on peut bien sûr continuer, le travail, la communauté. Est-ce que c'est la même chose, la communauté aujourd'hui, de ce que ça a été pendant longtemps? Aujourd'hui, la communauté, c'est la communauté des philatélistes, ou la communauté des amateurs de tel type particulier de musique. C'est formidable, parce qu'on a tous les copains du monde entier. Mais la vraie communauté, au départ, c'est différent. Au sens religieux, la communauté, c'est l'ensemble des personnes qui sont condamnées par le destin à vivre dans un même lieu, et donc ils sont différents, et du fait qu'ils sont différents, ils doivent partager. Mais ça n'a rien à voir avec le partage d'aujourd'hui. Enfin voilà, toutes ces questions, je crois, sont très intéressantes, et c'est ça, cette nouvelle vie qu'il y a sur le monde. Donc voilà un peu ces quatre axes qui me semblent être très utile pour aider à se repérer dans ce monde moderne. Et vous voyez, je crois que c'est important, parce que je voulais travailler sur l'éthique. Et l'éthique, c'est pas de vous dire faites ça ou faites ça. Non, l'éthique, c'est de vous aider à vous repérer dans le monde pour ensuite prendre ses responsabilités dans chaque situation particulière. Et oui, nous devrions peut-être utiliser cette boussole pour nous repérer dans ce nouveau monde qui est en train d'éclore. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire pour l'avenir? Le futur est-il déjà réalisé? Il est temps de demander à notre invité de jouer au prospectiviste et de nous donner son sentiment sur l'évolution de notre monde dans les 75 ans à venir. Nous sommes donc en 2096. Comment ça se passe pour les êtres humains sur la planète Terre? Oui, c'est extrêmement difficile de se projeter dans un avenir comme celui-là, ne serait-ce que parce que, d'un côté, on est dans une période très difficile. Enfin, on sent bien que le monde tel qu'il existe aujourd'hui est chaotique, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévisible. On n'a pas de catastrophe assurée. Souvent, je me souviens que Jean Jouzel, que je connais bien, avec qui il discute quelquefois, répond aux personnes qui lui disent « c'est l'apocalypse ». Il dit « non, c'est pas l'apocalypse. En fait, c'est un monde qui va se tiédir. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de difficultés, de plus en plus de problèmes, de plus en plus de conflits. Et il va falloir essayer de les surmonter. Toute la difficulté qu'on aura, c'est de savoir comment on va arriver à se débrouiller dans ce monde compliqué. Parce que et c'est pour ça que je ne suis pas certain qu'il y ait une vision idéale, irénique ou même cauchemardesque, ni l'une ni l'autre. Mais en revanche, il y aura certainement des réalités sociales qui seront extrêmement différentes. Donc qu'est-ce que deviendront les pays européens, comment l'Afrique se développera, et du point de vue technologique aussi, qu'est-ce qui va se produire. Je pense que le numérique va continuer à exister, qui va apporter beaucoup, parce que bien sûr il permet certainement d'instituer une régulation des flux thermiques pour lutter contre le changement climatique. Ce sera important pour surveiller les forêts, ce sera important, et il permet de faire des économies, mais en même temps, bien sûr, de façon raisonnée. Et donc voilà, donc tout ça fait que je crois que c'est difficile d'anticiper l'avenir. Et je crois que il est important d'avoir différents scénarios du futur. Alors, on peut avoir des scénarios à 10 ou 20 ans, qui sont, je crois, entre autres, liés aux capacités que les États auront à s'imposer par rapport à ces grands acteurs du numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront soumis à des cartels de pouvoir? Est-ce que nous allons revenir, du point de vue politique, à une situation un peu médiévale, avec des grands seigneurs qui disposeront d'une maîtrise et d'un grand pouvoir sur certaines dimensions, certaines régions, alors qu'ils ne seront plus des régions
territorialisées, mais des régions fonctionnelles dans le monde, ou au contraire, est-ce que nous aurons toujours cette notion d'État avec cette idée qu'on est capable de choisir nos gouvernants et d'imposer une certaine ligne. Donc ça, je crois que ce sera une grande question. Est-ce que les grands empires qui sont en train de se constituer, l'empire américain d'un côté et surtout l'empire chinois, bien sûr, vont être de plus en plus puissants, ou est-ce que ils vont pouvoir se maintenir dans un certain équilibre l'un et l'autre, et est-ce que d'autres États qui peuvent avoir un effet assez délétère, je pense à la Russie ou aux États, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce que va devenir l'Inde. Et donc pour moi, les grands enjeux du futur sont d'abord des enjeux politiques, qui sont à l'échelon planétaire, et extrêmement importants. Et est-ce que dans ce monde-là, on va se soumettre à une domination, c'est ça, je crois, qui est extrêmement inquiétant. On voit poindre des idéologies ici ou là, qui sont illibérales, qui sont par exemple, oui, dernièrement, j'ai lu, je suis en train de lire un livre d'un anglais sur ce qu'on appelle le long-termisme, l'idée que, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, ou alors ce qu'on appelle l'altruisme efficace. C'est l'idée que si on veut vraiment être généreux, il ne faut pas penser à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants, mais il faut penser, pour être efficace, à ceux qui vont vivre sur le long terme et les développer le plus. Et on se dit, mais bien sûr, pour que ça marche, il faudrait d'abord commencer à défendre ceux qui sont les plus en mesure de le faire. Et donc il dit, c'est certainement dans les pays développés, en particulier aux États-Unis, où il y a une puissance d'imagination plus grande. Et donc, bien sûr, la vie de ce point de vue-là d'un Américain dans la Silicon Valley est beaucoup plus importante, surtout s'il est éduqué, que celle d'un petit Africain. Voilà un peu ce type d'idéologie qui est en train de se mettre en place, qui sont assez terrifiantes, parce que ça rejoint des façons de voir du milieu du XXe siècle, ou alors même des visions eugénistes qui existent toujours à l'université d'Oxford, où on nous dit il va falloir qu'on sélectionne et que ce soit ceux dont le QI est potentiellement le plus important, qu'on encourage. Alors toutes ces visions en plus sont absurdes, elles ne sont pas fondées scientifiquement, et bien sûr elles peuvent avoir des conséquences extrêmement délétères sur le futur. Donc je crois qu'il va falloir se battre, me semble-t-il, contre ces vieux démons qui sont en train de renaître sous une forme différente, qui prend quelquefois le visage du progrès technologique, même si ce sont bien sûr des régressions. Et voilà. Et alors sinon, bien sûr, qu'est-ce que sera le monde qui vient ? J'ai dit, ça dépend bien sûr de toutes ces dimensions nouvelles, ces questions qui vont se poser. Puis aussi, bien sûr, la question de la croissance démographique sera extrêmement importante. Et puis les effets négatifs du réchauffement climatique, et la capacité à le limiter. Donc voilà, tout ça, c'est plus un ensemble d'interrogations sur ce que sera notre futur que des réponses, avec une vision claire. Et je me souviens que lorsque j'étais petit, mes grands-parents me disaient « Ah ouais, toi, tu verras l'an 2000 ». Et ils regardaient le futur avec une certaine inquiétude quand même. Et je me souviens que il y avait des projections du futur, alors certaines où on disait tiens, il y aura des avions dans les villes, ou des espèces, bon, ça on les connaît, mais il y avait déjà des projections où on se disait comme il y aura plus de place, on vivra sous les mers, dans des immeubles enfouis, etc. Et bon, j'espère que bien sûr on n'ira jamais à de telles extrémités, mais c'est vrai que le monde qui vient va nous réserver, je crois, énormément de surprises. Et si on regarde rétrospectivement ce qui s'est produit dans les années passées avec les technologies a toujours été
surprenant, justement. Et moi, je pense au moment où arrivait l'an 2000. Donc, moi, je vous dis, quand j'étais enfant, on nous présentait l'an 2000 comme étant un horizon extraordinaire. Et au moment où on arrive dans les années 90, on se dit, bon, le monde a l'air d'être toujours ce qu'il est. La vie quotidienne est prosaïque, elle change pas. Et au moment de l'an 2000, donc on m'a demandé d'écrire un article. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais en réalité, l'an 2000, c'est l'an 2000. Pourquoi ? Parce que on ne s'est pas attendu à ce qu'elle allait se produire, mais il s'est produit quelque chose d'incroyable. Juste avant l'an 2000, c'est l'avènement du web. Et effectivement, tout le monde a été transformé fondamentalement au moment où on est arrivé à l'an 2000, sans qu'on le voie. Et je crois que c'est justement ce qui peut arriver dans le futur, c'est qu'il y a des technologies nouvelles qui bouleversent complètement les modes de vie et qui arrivent comme ça d'une façon, comment dire, silencieuse. Et je crois que c'est ça, le futur. C'est ce qui est passionnant, justement, quand on regarde l'histoire récente, c'est que le monde a été totalement transformé, au point que, justement, chez les jeunes, par exemple, c'est difficile de s'imaginer avant le web, ils se demandent comment on faisait. Et je me souviens que la première fois que je suis allé sur le web dans les années 90, et je devais aller au Japon, et j'ai choisi une chambre d'hôtel comme ça, et je repensais à mes parents qui rêvaient d'aller au Japon, bien sûr. D'abord, c'était très cher, on n'y allait pas comme ça, mais en plus de ça, cette idée qu'on puisse voir directement la chambre dans laquelle... Enfin, aujourd'hui, ça paraît d'une banalité incroyable, mais c'était très, 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 très nouveau. Donc, effectivement, je crois qu'il y a certainement beaucoup de transformations qui vont avoir lieu, mais la question majeure et qui m'inquiète, parce que c'est les transformations politiques, elles m'inquiètent. Pas seulement parce que je voudrais défendre le monde dans lequel je suis né et qui est un peu mon cadre, mais aussi parce que j'ai toujours le sentiment que c'est au moment où il y a des ruptures qu'il y a un peu l'équivalent de la tectonique des plaques, vous voyez, qu'il y a des moments de frottement et qu'il y a à ce moment-là l'équivalent de tremblement de terre. Et on peut craindre que justement, dans ces grandes transformations du monde, il y ait tout d'un coup un ressentiment, une inquiétude qui conduisent une certaine partie de la population à en appeler à des gouvernements un peu excessifs. C'est ce qui s'est passé dans les années 30 du siècle dernier. Et on peut se dire que c'est un peu ce qui se produit là. Moi, je me souviens que il y a quelques années, c'était il y a 5-6 ans, j'étais allé aux États-Unis, c'était juste avant l'élection de Trump, à une conférence organisée par New York University sur justement un peu les déclarations autour de la singularité, etc. Il y avait beaucoup d'acteurs de l'Internet, et il y avait une table ronde sur les technologies. Et là, il y avait des économistes et des grands dirigeants de sociétés, et ils étaient très optimistes. Ils disaient, oui, grâce à la technologie, le salaire moyen a augmenté, etc. Et après, à midi, j'étais à une table, il y avait quelqu'un, on discute, c'était un mathématicien qui était employé par la Sloan Foundation, donc qui était l'un des mécènes de cette réunion, et on me demande ce que je fais, je lui dis je suis un échantillon, mais je suis aussi philosophe. Il me dit ah ouais, c'est bien. Je dis bon, il n'y a pas tant de philosophes, puis on commence à discuter, on sympathise, et au bout d'un certain temps, je lui dis écoutez, vous allez m'éclairer, je comprends pas, parce que dans cette table ronde, ils sont très optimistes, et en même temps, à l'époque, on disait que la société américaine était en train de muter, c'est-à-dire qu'on passait d'une société dite en losange, où il y avait une petite classe très riche, une petite classe très pauvre, et puis une grosse classe moyenne, à une société en sablier. Vous aviez une classe riche assez importante, d'ingénieurs, etc., une classe pauvre très grande, et moins de classe moyenne, ce qui était quand même le socle de la société américaine. Ce qui peut que conduire à des... Et il me disait, oui, bien sûr, effectivement, c'est terrible. Et ces grands acteurs de l'Internet ignorent totalement cette réalité sociale. Et c'est bien le risque aujourd'hui, c'est que on ignore ce qu'est la réalité sociale, la frustration, le sentiment d'abandon que
ressentent, que perçoivent un grand nombre de gens dans nos populations. Et j'espère que, bien sûr, dans le futur, on aura des dirigeants assez sages pour arriver à nous aider à surmonter ces difficultés. Ce qu'on a vu dans les années passées, c'est que ça n'était pas évident. D'ailleurs, vous avez bien, c'était juste avant l'élection de Trump, et Trump était peut-être le symptôme justement de cette société en difficulté, où il y avait un certain nombre d'Américains qui, à mon sens, se sentaient abandonnés et par les élites, et donc qui, pour ça, avaient besoin d'un pouvoir fort. Donc voilà un peu les inquiétudes, je crois, qu'on peut avoir pour le futur. Je suis désolé, je ne suis pas particulièrement optimiste. Effectivement, pas évident que nous ayons les dirigeants assez sages pour mener le monde vers plus de justice sociale et d'équité. Alors plutôt que de les élire, il faudrait voter souvent pour des mandats courts et révocables à tout moment. Oui, il va falloir se battre contre nos vieux démons, comme le dit Jean-Gabriel Ganassia. Ce transhumanisme, sans aucun doute, envisage une minorité augmentée, une majorité diminuée et la minorité augmentée qui met le monde au service de sa jouissance. Cela ne nous promet pas un futur enviable et c'est à nous de construire dès maintenant en devenant acteurs et souverains. C'est à nous de mettre en place les conditions pour de vraies démocraties et on a du pain sur la planche. Alors merci à Jean-Gabriel Ganassia pour cet entretien très instructif, j'espère qu'il vous a plu. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes, la publicité ça n'aurait pas de sens. Nos seules ressources et nos seuls revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit, le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via PayPal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok et Insta où vous pouvez aussi venir nous faire coucou. Merci à vous. En attendant, je vous propose de respirer un grand coup, de prendre le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.